Oui, donc excusez-nous pour les soucis techniques, nous allons reprendre. Donc, je reprends ma goutte de lait sur laquelle j'étais en train d'aborder la partie des vitamines et des oligo-éléments. Donc, je parlais des différentes vitamines qui existent dans le lait maternel. Nous avons la vitamine B1, je pense que vous en connaissez pas mal, la vitamine B1 donc, qui est essentielle dans le métabolisme des glucides et la transmission de l'influx nerveux. Vous avez la vitamine B2 qui intervient dans le métabolisme énergétique cellulaire, qui a un rôle dans l'atrophicité cutanée. On a la vitamine B6 qui intervient dans le métabolisme des protéines et des acides aminés. On a la vitamine B9, qu'on appelle aussi les folates, qui intervient dans l'érythropoïèse, dans la mitose. On a la vitamine B12 qui intervient dans les métabolismes glucidiques et lipidiques qui favorisent l'intégration tissulaire et protéines et la maturation des globules rouges. Donc la vitamine B12, c'est la vitamine qui pourrait être nécessaire de supplémenter dans le cas d'une alimentation végétalienne ou aussi dans le cas d'une intervention chirurgicale bariatrique. Vous avez aussi donc, la vitamine C qui intervient dans le métabolisme des glucides du fer, antioxydants. Voilà. Donc les oligo-éléments, donc vous avez le zinc, que vous connaissez aussi, donc rôle catalytique, structure et régulateur essentiel à la croissance. On a le cuivre qui est un antioxydant. On a le sélénium qui est composé clé du glutathion synthétase dont on va parler tout à l'heure. Le manganèse qui est essentiel pour la croissance et le développement psychomoteur qui permet le maintien de la santé. Le chrome qui a une action sur l'activité de l'insuline. Donc voilà. Donc là, pour finir, donc ça c'est le plus gros morceau, j'ai envie de dire, c'est donc l'immunité du lait maternel. On va parler des composants immunologiques. Ils ont trois plus grandes fonctions essentiellement, c'est-à-dire ils ont des propriétés anti-inflammatoires, ils ont des propriétés donc, qui font fonction de prébiotiques, donc pour la flore intestinale, et ils sont aussi anti-infectieux. Donc, concernant les propriétés anti-inflammatoires du lait maternel, c'est-à-dire qu'elles résistent aux enzymes digestives et qui permettent cet effet de façon durable. Nous retrouvons donc pour les noms les cytokines, les antioxydants et les antioprotéases. Donc juste pour détailler un petit peu, les cytokines inhibent certaines cytokines pro-inflammatoires. Les antioxydants, donc on retrouve certaines vitamines, vitamine A, C, E. Donc on retrouve l'acide urique, la bêta-carotène, la cystéine, etc. agissent afin d'éviter les stress oxydatifs et les lésions cellulaires pour le nouveau-né, des stress qu'on peut retrouver par le stress de la naissance, par exemple, qui a une incidence aussi sur tout ce qui est dysplasie bronchopulmonaire qu'on retrouve chez le bébé prématuré, sur la rétinopathie aussi qu'on peut retrouver aussi chez le bébé prématuré, et l'entéropathie ulcéro-nécrosante dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut savoir que parfois, les conditionnements et les réchauffages peuvent avoir une incidence, avoir un effet sur le lait maternel. Donc là, en l'occurrence, la chaleur peut diminuer leur capacité. Et il y en a beaucoup dans le lait préterme et dans le colostrum. Donc, les antiprotéases permettent aux cellules de se frayer un chemin vers la zone affectée et protègent le bébé des protéases pathogènes. Donc, les prébiotiques, là nous avons parlé des propriétés anti-inflammatoires, donc, qui sont très importantes dans le colostrum. Ici, nous parlons maintenant des prébiotiques qui donc, permettent d'avoir une flore digestive saine et donc qui permettent d'avoir la croissance et l'activité de la flore digestive.
Donc nous retrouvons les oligosaccharides dont nous avons parlé tout à l'heure et la lactoferrine aussi dont nous avons parlé. Donc dans les oligosaccharides, il faut savoir que ça stimule la croissance des bifidobactéries et des lactobacilles dans le côlon. Donc ce sont des bonnes bactéries, parce que oui, il y a des bactéries dans le lait maternel, mais donc des bonnes bactéries qui permettent vraiment une flore digestive saine pour le bébé. Donc les oligosaccharides, on en retrouve plus de 200 différents. Donc c'est quand même énorme, plus de 200. Et il faut savoir qu'ils sont très élevés aussi, la concentration est très élevée dans le colostrum. Donc très bon aussi pour les bébés prématurés, aussi qui diminue le risque d'entérocolite ou sironécrosante. La lactoferrine, donc on a parlé des oligosaccharides, comme prébiotique, la lactoferrine a un effet donc probiotique mais aussi anti-infectieux. Donc il a une activité antibactérienne. Il pourrait donc renforcer l'action des oligosaccharides dont nous avons parlé juste avant, pour prévenir les maladies. Donc, elle peut diminuer, par contre, la concentration peut diminuer lors de la pasteurisation. Et pour finir, l'allaitement maternel a un impact anti-infectieux, donc qui est une action sur les virus, les parasites et les bactéries. Donc, je vais vous en citer quelques-unes que vous connaissez, comme Escherichia coli, comme le pneumocoque, comme le cytomégalovirus, comme le VRS, dans le cas de la bronchiolite, dans les gastro-entérites, comme les infections respiratoires, les infections urinaires, les septicémies néonatales, les entérocolite sironécrosantes, j'en ai beaucoup parlé déjà, et les otites moyennes aiguës. Donc, il faut savoir qu'il y a une réduction de 50% du risque d'infection nosocomiale pour les bébés prématurés, même s'il n'y a que quelques repas de lait maternel. Voilà. Donc, dans les propriétés anti-infectieuses du lait maternel, on va retrouver, par exemple, les immunoglobulines A sécrétoires. Donc ça, je vais un petit peu en parler, parce que c'est vraiment une richesse que la maman peut apporter à son bébé, ces immunoglobulines. Il faut savoir que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il a des immunoglobulines qui lui permettent de se défendre. Ce ne sont pas des immunoglobulines A, mais ce sont des immunoglobulines. Et quand il sort et qu'il est allaité, la mère lui permet d'avoir encore d'autres anticorps, mais spécifiques. C'est-à-dire que quand la mère va être en contact avec un germe, que ce soit à la crèche, que ce soit à la maison, à l'extérieur, au centre commercial, peu importe, la mère, le système digestif de la mère, dans ce qu'on appelle les plaques de Kleyer, va fabriquer des anticorps spécifiques pour lutter contre ces germes, contre le germe avec lequel elle a été en contact. C'est quand même extraordinaire qu'elle puisse défendre son bébé contre ces germes-là. Et donc le bébé, au travers du lait maternel, aura cette possibilité de bénéficier donc, de cette protection. Donc, ces immunoglobulines empêchent aux bactéries ou virus de s'attacher aux membranes des cellules. Elles neutralisent les toxines. Donc, j'ai parlé des immunoglobulines dans les anti-infectieux. Nous avons aussi donc, la lactoferrine, on y revient encore. Nous avons, donc je ne vais pas tout détailler, nous avons le lysozyme, donc destruction des membranes bactériennes, donc, qui augmente en cas de mastite, qui a une action antivirale et anti-inflammatoire aussi. Encore les oligosaccharides, qui empêchent aux germes de se lier aux récepteurs des cellules de l'hôte, qui résistent à la digestion, qui peuvent être digérés par les bifidobactéries et donc ainsi permettre une meilleure croissance de la flore intestinale, contribue au système immunitaire du bébé. Donc, on a aussi des leucocytes, dont les macrophages, qui ingèrent les éléments pathogènes et qui libèrent les immunoglobulines dont nous avons parlé. Nous avons les inhibiteurs de la trypsine sécrétoire pancréatique, donc voilà, tous des mots complexes, donc on retrouve beaucoup dans le colostrum et qui protègent le pancréas de l'autodigestion, qui stimulent la réparation de
épithélium des muqueuses gastriques, donc qui répare, et intestinales. Et donc pour finir, la xanthine oxydase, qui a une action sur le germe Escherichia coli, que l'on retrouve sur la surface des globules de gras et qui attire les germes, qui les lient et les détournent de leur cible, qu'on retrouve aussi beaucoup dans le colostrum. Voilà. Donc, pour revenir à notre schéma, vous avez vu dans les différents éléments nutritifs et bioactifs du lait maternel, ô combien on retrouve énormément d'éléments pour défendre le bébé, pour le protéger, pour le nourrir, et même des éléments très spécifiques adaptés à son environnement. Donc c'est quand même extraordinaire. Et sans oublier ce dont nous avons parlé pour l'eau, donc le lait maternel hydrate aussi énormément le bébé. Donc en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'après tout ça, vous pouvez bien comprendre qu'on peut parler d'un premier vaccin. Quand on parle du lait maternel, on aime bien parler de premier vaccin. Donc c'est vraiment pour tous ces éléments-là. On a parlé donc des effets de l'alimentation maternelle sur le lait maternel. Donc il n'y a pas un gros impact. Vous pouvez avoir un impact en fonction de ce que vous mangez au niveau de vos graisses. Donc limiter les acides gras trans que l'on retrouve, je vous ai dit, dans les viennoiseries, les pizzas, les produits animaux comme la viande, les produits laitiers. Le fer, comme je vous ai dit, en général, quand il y a une anémie, la maman est complémentée pendant sa grossesse, ou même après si il y a un besoin. La vitamine D, pareil, le bébé est complémenté aussi par la suite. La vitamine K, aussi, le bébé pour le risque hémorragique est complémenté par la suite. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est les effets du conditionnement et de la chaleur. Donc, il faut savoir que la réfrigération du lait maternel n'a pas d'impact sur le lait maternel en lui-même, mais parfois, sur certains éléments, la chaleur peut avoir un impact et aussi le conditionnement. C'est-à-dire que pour les lipides, par exemple, les globules de gras, vous allez voir quand vous déposez votre lait maternel, si vous l'avez tiré et que vous l'avez déposé quelque part, vous allez voir qu'il y a plusieurs couches qui vont se séparer. Et il y a donc les lipides qui vont surnager le lait maternel. Ces lipides auront tendance à coller à la paroi du biberon, du contenant. Donc, si vous voulez le rattraper, il est inutile et il faudrait mieux éviter en fait de secouer le contenant parce qu'en fait, déjà ce sont des éléments vivants et quand vous secouez comme ça, vous pouvez casser le triglycéride. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter par un globule comme ça. Vous pouvez le casser et donc perdre les effets du triglycéride avant qu'il soit ingéré en fait par le bébé. Donc quand vous avez un lait à mélanger, il vaut mieux le tourner comme ça. Évitez, enfin il ne faut pas le secouer. On ne secoue pas du lait maternel, on le mélange. Voilà. Et en fonction des besoins aussi, toujours concernant les lipides, il faut savoir qu'en fonction de la vidange, du moment de la vidange du sein, plus le sein est vidangé, plus le lait sera gras. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à savoir quand vous avez un bébé qui est en perte de poids, ou tout simplement quand on a un bébé prématuré, ou on sait qu'on a besoin qu'il prenne du poids. Donc le lait de fin de tétée, très important. Donc, si bien entendu, le lait maternel est un élément qui ne peut pas être remplacé. Il n'y a rien d'équivalent sur cette terre aussi bien adapté pour le bébé humain. Donc, ne pas allaiter ou donner son lait ne devrait pas être une décision prise, devrait être une décision prise avec toutes les informations. C'est important de savoir toutes ces choses. Et en cas de maladie de la mère, interrompre l'allaitement pourrait exposer le bébé au germe qui a rendu malade la mère, pourrait exposer le bébé à être sans protection par rapport à ce que je vous expliquais concernant les immunoglobulines A sécrétoires, où la mère produit des anticorps contre le germe dont la maman est en contact. Donc,
si le bébé n'est pas allaité, vous imaginez bien que le bébé peut être exposé et ne pas avoir de protection. Donc ça peut même être dangereux. Voilà, donc si vous avez des questions, je ne sais pas où sont les questions. Pas de questions. Ok, bon, ben, s'il n'y a pas de questions. Tu as une question? Tu as répondu, tu peux pas faire pour la prise en scène, la prise du sel, tout ça. Tu peux pas rajouter un petit peu. Alors, je peux peut-être juste avoir un petit commentaire concernant cette opération qu'un bébé prend quand il est tout petit. Il faut savoir qu'à la naissance, l'estomac d'un bébé est tout petit. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi le premier lait, le colostrum, qui est en quantité peu importante, parce que l'estomac du bébé est tout petit. Donc, si je dois vous montrer un exemple, vous voyez ma main là, la bille représente la taille de l'estomac d'un bébé à 1 jour. Donc c'est tout petit. Donc vous imaginez bien qu'un bébé ne peut pas prendre une quantité trop importante de lait. Donc là, on est sur vraiment des très petites quantités. Quelques gouttes. Une cuillère suffit. Une cuillère, donc c'est 5 millilitres. Voilà. Là, vous avez la taille de l'estomac d'un bébé à 3 jours. Donc qui est toujours très petit. Ici, c'est 7 jours. Donc, si un bébé ingère une quantité trop importante de lait alors qu'il n'en a pas forcément besoin, il ne peut ne pas forcément s'en rendre compte en plus, puisque la satiété arrive au bout de 15 minutes. Et quand un bébé boit au biberon, il n'a pas cette possibilité en fait forcément de faire des pauses comme il aurait fait naturellement au sein, qui pourrait lui permettre d'accéder à cette satiété naturelle et donc de boire moins de lait. Donc un bébé, si vous voulez, un bébé qui boit au biberon aura tendance à boire plus de lait en termes de quantité qu'un bébé qui est au sein. Donc encore une manière de voir que l'allaitement maternel directement au sein répond vraiment aux besoins du bébé de façon optimale. Voilà. Merci, l'éveil. Ouais. Il n'y a pas de questions. D'accord. Oui, c'est libre s'ils ont des questions. Oui. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Pensez à voir qu'un bébé a envie de téter. Donc vous avez plusieurs phases. Quand vous voyez que votre bébé est dans un sommeil profond, donc c'est-à-dire qu'il ne bouge pratiquement pas, limite vous vous demandez s'il respire, et ça c'est un peu anxiogène d'ailleurs pour les mamans, parce qu'elles auront tendance à aller voir dans la nuit est-ce qu'il respire. Alors à ce moment-là, le bébé n'est pas en mesure de téter. Par contre, si il a les yeux fermés, mais qu'il bouge, qu'il fait des mouvements de langue, qu'il tourne la tête droite, gauche, là, à ce moment-là, c'est possible de lui proposer le sein. Ça peut être un moment qui peut être intéressant parce que le bébé n'est pas énervé. On peut lui proposer le sein. Quand il est aussi réveillé, mais calme, et qui fait la même chose, qui tourne la tête, qui met les mains à la bouche, les poings à la bouche, qui tire la langue,
à ce moment-là, c'est possible de lui proposer le sein. Par contre, à partir du moment où un bébé commence à vraiment pleurer et crier, ce n'est pas le moment de lui proposer le sein parce qu'il est vraiment énervé et désorganisé. Et surtout en début d'allaitement, ça peut être compliqué en fait de l'allaiter, surtout si vous avez des difficultés en plus dans la mise en place de l'allaitement. Donc voilà, il faut vraiment que le bébé soit calme dans la mesure du possible, hein, calme pour que l'allaitement puisse se passer de façon optimale. La prise du sein puisse se passer de façon optimale. Donc pour que la prise du sein soit optimale, hein, il faut que la bouche du bébé soit bien grande ouverte et que rien n'appuie sur sa tête derrière. Donc les positions favorables pour justement permettre cette grande ouverture de bouche ne sont pas forcément les positions que nous voyons souvent où la tête du bébé a tendance à être ici dans le coude parce qu'il ne peut pas forcément réfléchir la tête, mais au contraire, parfois inverser la main et poser sa main au niveau de la nuque du bébé. Là, j'ai pas de bébé, c'est dommage. Et que la mère soit dans une position un peu en transat permet au bébé d'avoir des appuis fermes et confortables et en plus de ça, lui permettre de bien défléchir la tête pour pouvoir avoir une bonne ouverture de bouche. Voilà. Et donc, une bonne ouverture de bouche donc pour bien prendre le sein et l'aréole. Voilà. Bon, toujours pas de questions. Bon. Soit j'ai été claire, soit ça a été trop compliqué. Je passe le lien. Voilà. Ça, c'est la première. Donc, je vais arrêter le Facebook. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Hein, et n'hésitez pas si vous avez des questions.